Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, on ouvre notre exploration documentaire avec une métaphore, pour le moins intrigante. C'est presque digne d'un film de science-fiction, le concept du virus de la démocratie. Oui, bonjour. C'est vrai que le titre donne le ton tout de suite. Fait que laissez-moi dire à notre auditoire que la pile de documents du jour n'est pas seulement fascinante, elle est incroyablement éclectique. D'un bord, on a des études de biologie pure sur les comportements sociaux. Ça analyse tout, des virus aux fourmis en passant par les rats. Et de l'autre côté, on plonge dans des enquêtes politiques percutantes. C'est ça. Ça décortique la criminalité en corps blanc, la fameuse particratie belge, l'opacité des institutions, puis la chute vraiment spectaculaire d'un très haut commissaire européen. C'est un assemblage de documents qui peut sembler complètement hétéroclite à première vue, mais l'objectif de notre analyse aujourd'hui est très précis. La mission de notre exploration. Exactement. La mission, c'est de comprendre comment les systèmes démocratiques tombent malades. En utilisant la biologie de l'infection virale comme lentille d'analyse, on va observer de très près comment la concentration du pouvoir, l'opacité institutionnelle et la corruption agissent exactement comme des agents pathogènes. Des agents qui infectent le système de l'intérieur, tu sais. Voilà. Faut s'entendre sur une chose, le parallèle est audacieux. Mais avant de plonger là-dedans, il y a un point fondamental qu'il faut absolument clarifier pour les personnes qui nous écoutent. Absolument. Il est indispensable de faire une petite pause ici pour énoncer une règle de base, un avertissement d'impartialité très clair dès le départ. Oui, parce que c'est sensible. Très sensible. Les documents que nous analysons aujourd'hui contiennent des éléments politiquement extrêmement chargés. Nos sources citent et critiquent ouvertement des figures et des partis politiques de tous les horizons. Autant à gauche qu'à droite. Tout à fait. On y parle de la droite, notamment avec le mouvement réformateur belge, le MR, et ses dirigeants, mais les sources abordent aussi la gauche radicale, comme le Parti du travail de Belgique, le fameux PTB. Fait qu'il doit être explicitement précisé à notre auditoire que cette émission ne prend aucun parti. On n'endosse aucune de ses opinions politiques. Notre rôle ici se limite à rapporter de manière strictement impartiale les faits, les données et les analyses, tels qu'ils sont présentés dans les documents sources originaux. C'est dit, et c'est super important de le garder en tête. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par la biologie d'une infection, le virus contre l'organisme hôte. Notre source biologique sur la sociovirologie met en lumière un fait qui m'a beaucoup surpris personnellement. Sur la nature même des virus. Oui. Quand on pense à un virus, on imagine souvent une petite bibite indépendante qui se promène toute seule. Mais pas pantoute. Les virus ne sont pas des organismes autonomes. Ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. C'est ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de société propre à l'extérieur, ils doivent coexister au sein des mêmes cellules hôtes. Et surtout, ils interagissent entre eux. Ce qui est fascinant ici, c'est la dynamique complexe de ces interactions au sein même de la cellule. La sociovirologie nous apprend que certains virus vont coopérer. On les appelle les virus helper ou auxiliaires. Ils s'entraident. Ils mutualisent leurs ressources pour déjouer le système immunitaire de la cellule. Mais, et c'est là que le parallèle avec nos sociétés devient saisissant, il y a aussi des virus dits tricheurs, les fameux cheaters. Les profiteurs. Exact. Ces virus mutants ne font absolument aucun effort de coopération. Ils volent simplement la machinerie et les protéines fabriquées par les autres virus pour se répliquer à une vitesse fulgurante. C'est un peu les passagers clandestins de la biologie, dans le fond. C'est le terme parfait. Et le résultat de cette tricherie, c'est qu'ils détruisent la cellule hôte très rapidement. Ils épuisent toutes les ressources vitales sans avoir aucun plan global à long terme. C'est l'égoïsme biologique à l'état pur. Le virus tricheur gagne à court terme, mais il tue l'environnement qu'il maintient en vie. Exactement. Et c'est là que le pont que font nos sources avec la criminalité en col blanc est brillant. On parle pas de petits larcins ici. Les documents soulignent que les grands scandales financiers à l'échelle mondiale, des choses comme les Panama Papers ou le récent Qatargate, ça agit exactement comme ces virus tricheurs. La mécanique est identique. Ces réseaux occultes siphonnent des ressources publiques de manière massive. On parle de milliards d'euros volatilisés. On est face à un système qui détourne la richesse commune et, ce faisant, détruit progressivement la confiance dans l'autre. L'autre ici, c'est notre démocratie. Le virus tricheur en col blanc épuise l'État sans soucier de l'effondrement du système global.
Le parallèle est d'autant plus pertinent que pour illustrer cette infection virale au sommet de l'État, nos sources nous fournissent ce qu'on pourrait appeler un patient zéro, ou plutôt un symptôme parfait de cette maladie institutionnelle persistante. Ah oui, le cas du politicien belge Didier Reynders. Tout à fait. Toute une histoire, celle-là, surnommée Teflon Reynders par la presse flamande. On l'appelle comme ça parce que pendant des décennies, absolument rien ne semblait coller sur lui. Les scandales glissaient comme sur une poêle anti-adhésive. Un parcours de longévité politique exceptionnel. Imaginez un peu la feuille de route du gars. Ministre belge des Finances pendant 12 ans, ensuite ministre des Affaires étrangères et pour couronner le tout, commissaire européen à la justice de 2019 à 2024. Faut s'arrêter 2 secondes là-dessus. C'est littéralement l'homme chargé de garantir le respect de l'état de droit à l'échelle d'un continent entier. C'est un paradoxe institutionnel majeur. Les documents d'investigation qualifient cet homme non pas d'exception isolée, mais bien de symptôme d'un mal beaucoup plus profond. Un mal systémique. Oui. Pendant près de 25 ans au sommet du pouvoir exécutif, il a survécu à des scandales géopolitiques massifs. Les sources évoquent de multiples casseroles judiciaires documentées. Le dossier le plus marquant mentionné est le Kazakh-Gate. Attends un peu pour que notre auditoire suive bien l'ampleur de la chose. Le Kazakh-Gate, ça a impliqué une fameuse transaction pénale, c'est bien ça, hein? C'est quoi exactement dans ce contexte? C'est un mécanisme juridique. En résumé, c'est une loi qui permet à des inculpés fortunés d'éviter un procès pénal public et une condamnation, simplement en payant une somme d'argent à l'État. Fait qu'on achète la paix judiciaire. Hein? C'est l'idée. Nos sources expliquent que cette loi aurait été adoptée et taillée sur mesure sous l'influence de sphères politiques pour sauver des oligarques kazakhs très proches du pouvoir français de l'époque. C'est fou. Et on y trouve aussi l'affaire des fonds libyens gelés, où son homme de confiance historique aurait reçu une enveloppe de 50 000 € en argent liquide. Les analystes décrivent cette longue période sous le terme de corruption idéologique. Corruption idéologique. Oui, c'est l'idée qu'un dirigeant finit par confondre structurellement l'intérêt général avec les intérêts d'une élite financière. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on s'attendrait à ce qu'un stratège de ce niveau tombe pour un complot géopolitique ultra sophistiqué avec des sociétés écrans aux îles Vierges, mais pas du tout. La chute de cet intouchable est d'une banalité presque kafkaïenne. Elle est artisanale, on pourrait dire. Tellement artisanale que ça n'a juste pas de bon sens. L'homme qui gérait la macroéconomie mondiale est tombé pour une affaire de blanchissement d'argent liquide. Nos sources révèlent qu'entre 2008 et 2018, il dépose entre 700 000 et 900 000 € en argent liquide, en gros paquet de billets, sur ses comptes personnels chez la banque ING. Et le rôle de la banque dans cette affaire est particulièrement pointé du doigt par les enquêtes. ING était face à un client classé « personne politiquement exposée ». Juste pour être clair là-dessous, quand une banque classe quelqu'un PPE, ça veut dire qu'ils ont l'obligation légale de surveiller ses comptes à la loupe avec des systèmes d'alerte rouge à la moindre transaction bizarre, non? Exactement. Les réglementations anti-blanchiment sont draconiennes pour les responsables politiques de haut niveau, précisément pour éviter la corruption. Et pourtant, face à ces dépôts massifs en liquide, ING a mis 10 ans à poser les premières questions. 10 ans? Ben voyons donc. Et la banque a ensuite caché ses opérations atypiques pendant encore 5 ans avant d'alerter officiellement la cellule anti-blanchiment. Mais le plus fascinant pour notre analyse, c'est que face aux premières questions timides de la banque en 2018, la méthode de blanchiment change radicalement. Et c'est là qu'on tombe dans l'absurde le plus total. Pour justifier ces rentrées d'argent, l'homme chargé de la justice européenne se mit à acheter compulsivement des billets à gratter de la Loterie nationale. Des gratteux. Oui, des billets de loterie et des jeux en ligne. Ironie suprême de la situation, la Loterie nationale, c'est une institution publique qu'il avait lui-même sous sa tutelle directe pendant 12 ans quand il était ministre des Finances. Nos sources estiment qu'il dépense pour environ 200 000 € de tickets. Mais le pire, c'est comment il faisait ça. Les rapports documentent que lui et son épouse se rendaient de manière presque frénétique dans une station-service d'une commune cossue de Bruxelles. Il faut quand même parler de l'épouse. Parce qu'on ne parle pas d'une citoyenne déconnectée du système légal. Les sources précisent qu'elle est juge. Oui, et présidente de chambre à la Cour d'appel. Imaginez la scène. Un commissaire européen et une juge de la Cour d'appel qui grattent des billets de loterie dans une station-service. Et attention, ils calculaient leur coût. Le couple atteignait quasiment toutes les semaines la limite légale stricte de dépôt qui est fixée à 500 € par semaine.
pour pouvoir justifier le rapatriement de l'argent sur leur compte bancaire en le déclarant comme étant des simples gains de loterie. C'est un délire. C'est un exemple frappant de déconnexion. La justice belge a d'ailleurs dû attendre la fin de son mandat de commissaire européen en 2024 pour que son immunité soit levée. Il a été inculpé de blanchissement d'argent en octobre 2025. Et il faut rappeler formellement, comme le font nos sources, qu'il demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Tout à fait. Mais au-delà de l'individu, si on relie ça à la situation globale, la vraie question qui émerge est systémique. Totalement. La question, c'est comment l'organisme hôte a-t-il pu laisser un virus comme ça proliférer au vu et au su de tous pendant un quart de siècle? La réponse apportée par les analyses politiques de nos dossiers converge vers un concept clé, la particratie belge. C'est un mot qui revient sans cesse. Et quand on fouille les rapports, les chiffres donnent littéralement le tournis. On apprend que la Belgique compte pas moins de 31 806 mandataires politiques. C'est énorme! Pour un pays de cette taille, c'est mathématiquement un mandataire par kilomètre carré. Sur papier, on pourrait se dire « Wow, quelle démocratie incroyable! Le pouvoir est ultra proche du citoyen, c'est décentralisé. » Sauf que c'est une illusion d'optique démocratique. En réalité, le pouvoir est confisqué et ultra concentré entre les mains d'une toute petite poignée de personnes, les présidents de partis politiques. Ouais. Et le problème fondamental, c'est que la plupart du temps, ces dirigeants qui décident de tout ne sont même pas élus directement par la population lors des élections. Donc, une concentration du pouvoir qui se fait dans l'ombre. C'est ce que les chercheurs appellent la concentration du pouvoir partisan. Et dans ce système, l'opacité est reine. Les décisions majeures ne se prennent pas dans l'hémicycle du Parlement à la lumière du jour. Elles se prennent dans des instances informelles. Les sources évoquent souvent le cairn. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les systèmes belges, c'est quoi exactement ce fameux cairn? Ça sonne comme une organisation secrète, hein? Le cairn, c'est le noyau restreint du gouvernement fédéral, un comité composé du premier ministre et des vice-premiers ministres de chaque parti de la coalition. OK. Mais fait troublant mis en avant par les constitutionnalistes dans nos sources, c'est que ce cairn n'a même pas d'existence légale ou constitutionnelle stricte. C'est une invention de la pratique politique. C'est là, derrière des portes closes, que tout se décide. Et les parlementaires dans tout ça? Les parlementaires élus sont souvent réduits au rôle de simples presse-boutons. Ils sont soumis à une discipline de parti implacable. Le résultat direct de cette culture du secret, c'est que la Belgique se retrouve avec des statistiques assez gênantes en matière de transparence. Les documents nous apprennent que le pays est classé 119e sur 136 pays pour le droit à l'information des citoyens. C'est assez fou quand on y pense. Oui. Nos sources citent même le cas ahurissant d'un ministre de la Santé qui a personnellement bloqué une réforme sur la transparence publique simplement pour protéger ses propres secrets. Mais il ne faut pas tomber dans le fatalisme. Nos sources montrent aussi qu'un remède existe et que l'hôte a la capacité de guérir. L'exemple cité est celui de la région de Bruxelles-Capitale. Oui, un vrai contre-exemple positif. Les analystes les couronnent champions incontestés de la transparence. Ils publient systématiquement tous les documents avant les décisions. Ça prouve que l'hôte peut guérir. Et cette nécessité de transparence nous amène à observer comment ce virus politique se met à muter pour survivre dans son environnement. Les sources identifient un symptôme paradoxal spécifique au système belge. Le culte du compromis. Ah, le fameux compromis à la belge. Fait qu'avec un système proportionnel pur, aucun parti n'a jamais la majorité absolue. Il faut toujours s'allier. Exactement. La nécessité de former des coalitions entraîne une lenteur et une complexité inouïe des négociations. C'est ce qui a emmené au record mondial de 541 jours sans gouvernement. C'est capoté 541 jours. Ce système évite la tyrannie de la majorité, c'est vrai, mais nos sources insistent sur son effet pervers majeur, le blame avoidance, ou l'évitement du blâme. C'est la dilution totale de la responsabilité. Tout à fait. Si une politique échoue, aucun parti n'en est seul responsable. Et c'est là qu'on observe les mutations idéologiques récentes dont parlent nos documents, les glissements du virus politique. Pour réussir à se démarquer dans cette soupe tiède du compromis, les partis adaptent leur stratégie. Oui. Les sources se pointent particulièrement le parti de droite, le MR sous la présidence de Georges-Louis Boucher. Fait intéressant, c'est lui qui a éjecté Renders. Aujourd'hui, ce parti adopte une stratégie de guerre culturelle. Les analystes notent qu'il flirte ouvertement avec des codes de communication empruntés à l'extrême droite, des attaques contre le wokisme, une défense d'Elon Musk et des apparitions sur des chaînes très à droite comme CNews.
Et en réaction, à l'autre bout du spectre, on a la gauche radicale, le PTB, qui exige des commissions d'enquête sans concession. Le paysage de l'Autonitz devient hyper polarisé. Les conséquences sur la société civile sont chiffrables. La confiance envers l'État a chuté de 32 points pour atteindre 39 %. Mais là où nos documents sont nuancés, c'est qu'il faut pas mal interpréter ce 39 %. La confiance dans le système de santé ou l'éducation reste autour de 80 %. C'est une distinction majeure. Ça prouve que le public n'est pas cynique envers la société. Les citoyens rejettent spécifiquement le système politique infecté. Ce rejet viscéral nous permet de fermer la boucle et de revenir à nos sources biologiques du début. L'adaptation à un environnement hostile. Justement, ça me fait repenser aux documents de biologie. Si on prend l'exemple des fourmis, elles forment un super-organisme absolument incroyable. Des millions d'individus qui communiquent par phéromones. Sauf que le prix à payer pour cette efficacité collective, c'est un véritable totalitarisme social. Chez la fourmi, l'individu n'est rien. À l'inverse, nos sources sur les rats nous montrent une toute autre voie d'adaptation. Les rats s'entraident face aux dangers. Dans des situations extrêmes, ils peuvent nager pendant 3 jours consécutifs en s'aidant mutuellement pour survivre. La grande différence évolutive humaine réside dans notre capacité à créer des institutions culturelles et un langage complexe. Contrairement au virus tricheur qui détruit son hôte, nous avons la faculté d'inventer des anticorps institutionnels. Des façons de se corriger. Oui, les sources mettent en évidence que la Belgique sert aussi de laboratoire d'innovation démocratique. On y teste des panels citoyens délibératifs tirés au sort, le vote électronique, bien qu'il ait ses failles. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi les personnes qui nous écoutent devraient s'en soucier? Face à la surcharge d'informations et au sentiment d'impuissance politique, comprendre les mécanismes donne le pouvoir d'agir. C'est l'antidote? Comprendre comment l'argent est blanchi avec des tickets à gratter, comment le blame avoidance dilue les responsabilités, ça donne les outils pour exiger de la transparence. Cela soulève une question cruciale pour l'avenir de nos démocraties. La biologie nous enseigne que l'évolution ne s'arrête jamais. Les virus mutent, les fourmis s'organisent, nos institutions devront s'adapter ou risquer un effondrement de l'hôte. Et ça me mène à une dernière idée un peu provocatrice pour clôturer. Si la nature nous enseigne que les virus mutent constamment et que nos systèmes politiques mutent pour conserver le pouvoir, peut-être que la solution, c'est pas de soigner les vieilles institutions. Qu'arriverait-il si l'on concevait un code génétique politique entièrement nouveau où la fonction même de politicien professionnel serait biologiquement obsolète? Une refonte totale. Quoi ressemblerait une démocratie structurée sur le modèle d'une fourmilière, décentralisée et sans leader humain faillible, mais programmée avec de l'empathie et une transparence radicale? C'est une idée assez folle à explorer. Un immense merci de nous avoir accompagnés dans cette grande analyse documentaire aujourd'hui. On invite toutes les personnes à l'écoute à méditer là-dessus et on se retrouve très vite pour poursuivre notre exploration. Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question fondamentale qui ébranle pas mal nos institutions, l'état de santé de nos démocraties modernes. Puis, on va examiner ça à travers un prisme vraiment fascinant, celui de la biologie, et plus spécifiquement ce qu'une étude récente appelle le virus de la démocratie. Ouais, c'est un angle vraiment captivant, surtout que notre analyse aujourd'hui s'appuie sur une documentation hyper exhaustive qui utilise le système politique belge, ce qu'on appelle en fait la particratie, comme laboratoire. On y décortique la chute assez spectaculaire de l'ancien commissaire européen Didier Reynders, puis on met tout ça en parallèle avec une étude comportementale très pointue, une étude qui compare les modes de fonctionnement des virus, des rats, des fourmis et, des humains. Exactement. Puis pour nous, ici au Canada, on est quand même habitué à gérer une fédération complexe avec nos propres clivages, fait que le cas belge résonne particulièrement fort. La question centrale qui va animer notre échange aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que ce système politique actuel, qui est caractérisé par une immense concentration du pouvoir et une apparente impunité de ses élites, est-ce qu'il agit littéralement comme un virus parasitaire qui détruit la démocratie de l'intérieur? Ou alors s'agit-il plutôt d'une adaptation évolutive complexe, une sorte mal nécessaire, mettons, pour assurer la survie d'une société profondément divisée? C'est ça.
La ligne de faille est super claire. Et pour ma part, je suis convaincue que la particratie et ses réseaux d'influence opèrent exactement comme une infection virale. Ils parasitent les ressources de l'État puis détruisent leur hôte démocratique à petit feu. Puis moi, j'avance au contraire que cette métaphore du virus de la démocratie est fondamentalement erronée. Je suis convaincu que le système politique s'apparente bien davantage aux structures sociales ultra-organisées et adaptatives des fourmis ou des rats, qui se sont développées spécifiquement pour garantir la stabilité dans un environnement institutionnel hyper fragmenté. OK. Pour bien mettre la table puis asseoir ma position, je pense qu'il faut vraiment comprendre la mécanique de ce que les experts dans notre documentation nomment la corruption idéologique. Et surtout, la manière dont cette particratie mime presque parfaitement le comportement d'un agent pathogène. Vas-y, je t'écoute. Comment tu fais le lien direct avec la virologie ou juste... La sociovirologie nous enseigne une chose de base. Les virus, ils n'ont aucune conscience sociale. Zéro. Ce sont des parasites intracellulaires stricts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils entrent dans une cellule haute, ils désactivent les défenses naturelles de cette cellule, puis ils exploitent sa machinerie pour leur propre réplication. Ils drainent les ressources jusqu'à ce que la cellule éclate. C'est exactement point par point ce qu'on observe avec l'architecture politique décrite dans nos sources. Puis code Zier-Orlanders, c'est symptômes de plus cliniques. Le code école parfait. Ouais, c'est vrai que son dossier est lourd, là, mais faut faire attention à ne pas généraliser le comportement d'un seul homme à l'ensemble du système. Mais c'est le système qui lui a permis de le faire. Regarde les faits. Voici un homme qui a été ministre des Finances en Belgique pendant 12 ans. 12 années, c'est énorme. Pendant ce temps-là, la fraude fiscale a siphonné jusqu'à 30 milliards d'euros par an dans les coffres de l'État. Pourquoi? Parce que sous sa gouverne, les contrôles ont été divisés par 2, puis les effectifs antifraude ont été amputés de 22 %. Fait que pendant qu'il laissait l'autre l'État s'affaiblir en coupant dans ses globules blancs, son garde d'analogie, il exploitait les institutions pour son propre bénéfice. C'est là qu'on entre dans la criminalité en col blanc pour ça et juste la corde. C'est au-delà de la simple criminalité. C'est du parasitisme institutionnel. On parle d'un ministre des Finances qui a blanchi près d'1 million d'euros, dont 700 000 € en argent comptant, puis un autre 200 000 € via la Loterie nationale, une institution qui était directement sous sa propre tutelle ministérielle. Mets-toi à la place du citoyen 2 secondes. Le gars responsable des finances publiques qui blanchit de l'argent avec des billets de grattage, ça n'a pas de bon sens. Puis ce parasitisme-là, c'est pas un bug du système, c'est une fonctionnalité validée par un système où les partis politiques sont gavés de 75 millions d'euros de financement public par an. Ils contournent le Parlement, ils imposent une discipline de vote stricte, puis ils transforment nos élus en simples exécutants. C'est la définition même d'une infection systémique. Écoute, je comprends très bien pourquoi tu utilises l'image du virus. C'est super dramatique, puis ça frappe l'imaginaire. Mais là où j'accroche, c'est que ça manque un peu la réalité de notre écologie politique, si on peut l'appeler de même. La métaphore virale suggère une destruction aveugle. Or, si on veut vraiment utiliser la biologie pour comprendre nos démocraties, il faut regarder du côté de ce qu'on appelle les comportements eusociaux. Attends, eusociaux? Tu fais référence aux fourmis puis aux abeilles, là? Exactement. Pense aux colonies de fourmis ou même aux hiérarchies de dominance très strictes chez les rats. Ce sont des modèles de survie face à l'adversité. Il faut se rappeler que l'environnement politique dont on parle, la Belgique, est d'une hypercomplexité inouïe. On parle de division linguistique profonde, d'intérêts régionaux diamétralement opposés, de multiples gouvernements qui se superposent, puis jusqu'à 12 partis au Parlement fédéral. C'est un chaos potentiel constant. Dans cet environnement-là, la particratie, avec ses quelques 31 806 mandataires politiques, elle n'agit pas comme un virus, elle agit comme un super-organisme. Un super-organisme qui draine 30 milliards en évasion fiscale. Faisons la part des choses. Sans cette fameuse discipline de parti que tu critiques si durement, une coalition gouvernementale qui regroupe 7 formations politiques différentes, s'effondrerait en quelques jours. C'est une adaptation évolutive. Maintenant, pour aborder le scandale retentissant de Didier Reynders, il faut être précis dans nos termes sociologiques. Bien sûr, ce qu'il a fait est indéfendable. Blanchir de l'argent avec son bras droit, Jean-Claude Fontanoy, ou via des antiquaires, c'est sidérant. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. La sociologie du droit fait une distinction cruciale ici.
Elle classifie ce genre d'acte comme un crime occupationnel, c'est-à-dire un individu, ou un petit clan, mettons, qui triche pour son avantage personnel au sein de son occupation. C'est pas un crime organisationnel. Puis c'est certainement pas la fonction première de l'architecture de l'État. Le système politique a été conçu pour forcer le compromis puis maintenir la société debout, pas pour blanchir des billets de 500 € dans une station-service. L'État n'est pas devenu un syndicat du crime. C'est un individu qui a profité de sa position. OK, je saisis la nuance entre crime occupationnel puis organisationnel. Mais permets-moi d'apporter une perspective différente sur cette fameuse autorégulation que tu prêtes au système. Si c'était juste un crime occupationnel, un simple écart de conduite individuelle, comme tu dis, le système immunitaire de l'État l'aurait immédiatement repéré, isolé puis neutralisé. Un corps sain rejette l'infection. Or, qu'est-ce qu'on a observé dans la documentation? On a assisté à une évasion immunitaire digne des virus les plus sophistiqués sur la planète. Qu'est-ce que tu veux dire par évasion immunitaire dans ce contexte précis? L'incapacité délibérée des institutions de contrôle à réagir. Pendant une décennie entière, Reinders a déposé des centaines de milliers d'euros en argent comptant chez ING Belgique. Une décennie. La banque a mis 10 ans pour oser l'interroger timidement, puis ensuite, elle a délibérément caché ces opérations douteuses-là pendant encore 5 ans sans alerter la CITIF, la cellule de traitement des informations financières. Pourquoi une telle complaisance? Parce que son statut de personne politiquement exposée, ce qu'on appelle les PEP dans le milieu bancaire, ça s'était métamorphosé en personne politiquement protégée. La banque a eu peur du pouvoir. C'est un manquement grave de la banque, ça, je le nie pas. ING, d'ailleurs, sous enquête pour trafic d'influence. Exact. Le virus a infecté jusqu'au système bancaire. Puis le pire, c'est la suite. C'est pas seulement qu'il a échappé à la justice belge pendant des années, c'est qu'il a été promu. Le gars a été propulsé au poste de commissaire européen à la justice. Il est devenu le gardien suprême de l'État de droit sur tout le continent européen, alors même qu'il traînait des affaires béantes derrière lui. On parle du Kazakhsgate, avec des lois de transactions pénales votées sur mesure pour sauver des oligarques. On parle de l'affaire des fonds libyens. Nicolas Sarkozy, en France, a été condamné à la prison pour des ramifications du même dossier libyen. Mais Reinders, lui, est resté intouchable. C'est ce que les observateurs ont appelé le phénomène Teflon. Le système a activement protégé la fraude, agissant exactement comme un virus qui se camoufle pour déjouer les anticorps. C'est un argument très fort, puis le phénomène Teflon est frustrant, c'est certain, mais est-ce que tu as considéré la finalité de cette séquence judiciaire-là? Parce que si on regarde la fin de l'histoire, la thèse du virus qui détruit tout, elle s'effondre. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la complaisance d'ING était une faille gravissime. Cependant, à prétendre que l'organisme démocratique est incapable de se défendre, c'est factuellement inexact au vu du dénouement. Le système a fini par expulser la cellule d'Évian. Expulsé? Après 25 ans de carrière ministérielle? Oui, puis regarde qui a sonné l'alarme au final. C'est précisément une institution de l'État, la Loterie nationale. En 2022, ce sont leurs algorithmes internes qui ont détecté des comportements anormaux avec des dépôts de billets gagnants qui atteignaient frénétiquement la limite légale de 500 € par semaine pour éviter les vérifications d'identité. La Loterie, malgré le fait qu'il ait été son ancien ministre de tutelle, elle n'a pas couvert le commissaire, elle l'a dénoncé. Bon, il aura fallu du temps aux algorithmes pour se réveiller. Peut-être, mais le mécanisme de défense a fonctionné. Ensuite, on regarde l'action de la justice belge. Elle a démontré une patience puis une stratégie remarquable. Les juges savaient qu'il avait l'immunité européenne. S'ils avaient demandé la levée de cette immunité-là au Parlement européen, il aurait été averti, il aurait pu détruire des preuves. Fait que la justice a attendu la fin formelle de son mandat en 2024 pour frapper, perquisitionner son domicile, saisir ses documents, puis politiquement parlant, son propre parti s'est dissocié de lui. Le président de son parti a choisi quelqu'un d'autre pour le remplacer à la Commission européenne, l'écartant sans ménagement de la vie politique. Puis tu compares ça aux colonies de rats. C'est exactement ce qu'on observe chez ces animaux-là qui sont socialement très intelligents. L'ordre de la colonie est maintenu par une hiérarchie stricte avec des dominants. Mais lorsqu'un élément, même un mâle alpha très dominant, devient une menace pour l'intégrité ou la sécurité du groupe face aux prédateurs externes ici, la justice puis l'opinion publique, la colonie l'expulse. Elle se protège.
L'organisme démocratique n'est pas mort de l'infection et s'est purgé. Si c'est purgé, mon cher, c'est vraiment au stade terminal de l'infection. On parle d'un parasite qui s'est gavé pendant près de 40 ans de carrière politique. Si c'est ça ton modèle de résilience immunitaire, le patient est quand même sur le respirateur artificiel. Mais prenons un pas de recul, puis allons plus loin sur cette idée de concentration du pouvoir que tu assimiles à une forme d'intelligence collective pour maintenir le pays uni. Regardons ce que nos sources appellent la chatocratie. Ah, la fameuse chatocratie, ouais, le règne des présidents de parti. Exactement. Le pouvoir s'est déplacé du Parlement vers les états-majors des partis. Les présidents de partis négocient dans l'ombre, souvent de nuit, dans des lieux confidentiels. Le CERN, c'est-à-dire le Conseil des ministres restreint. Ils s'arrogent le droit de dicter l'entièreté des politiques publiques. Puis le résultat, c'est qu'ils transforment les députés élus par le peuple en de simples presse-boutons. Les parlementaires osent même plus proposer de lois par eux-mêmes de part d'être exclus des listes électorales aux prochaines élections. C'est la confiscation totale du débat représentatif. C'est un constat sévère. Mais c'est la réalité mesurable. Puis quel est le résultat de ce prétendu super-organisme sur la population? Le baromètre social a mesuré une chute vertigineuse de la confiance envers l'État belge. On est passé de 71 % de confiance en 2018 à un dramatique 39 % en 2023. La méfiance envers les partis politiques, elle grimpe en flèche. Ça reflète très précisément l'action prolongée d'un virus de la démocratie qui draine l'énergie vitale de son hôte. L'opacité totale dans laquelle opèrent ces instances informelles génère une défiance puis une apathie massive chez les citoyens. Les gens sont pas dupes, tu sais. Ils se rendent bien compte que leur vote est filtré puis confisqué par le sommet de la pyramide. Je vois tout à fait la frustration citoyenne, puis les chiffres du baromètre social sont indéniables. C'est vrai, la confiance s'effrite. Mais j'achète tout simplement pas l'argument qui voudrait que cette centralisation soit pathologique. Laisse-moi t'expliquer pourquoi en revenant à notre étude comportementale. Chez les fourmis, il existe un phénomène naturel fascinant appelé la stigmergie. La stigmergie? Sont belles, tu m'as perdu un instant là. C'est une méthode de coordination émergente. Les fourmis n'ont pas chef d'orchestre conscient, mais elles modifient leur environnement en déposant des phéromones, ce qui guide le comportement des autres puis permet de construire des structures hyper complexes. Dans notre société humaine, qui est infiniment plus complexe, on a développé ce qu'on appelle le cliquet social, c'est-à-dire une culture cumulative qui nécessite des institutions fortes pour empêcher l'effondrement pur et simple vers l'anarchie. La discipline de parti puis la concentration des négociations entre présidents dans le CERN, c'est pas une maladie mortelle. C'est l'équivalent de ces phéromones de ralliement. Des phéromones qui étouffent la liberté de vote des députés? Mais mets-toi à la place du citoyen qui veut que son pays fonctionne au quotidien. Comment tu veux gouverner efficacement un pays avec de multiples parlements régionaux, communautaires puis fédéraux, avec un électorat extrêmement polarisé de la gauche radicale à l'extrême droite, sans une coordination féroce? La chaînelocratie, bien qu'elle soit frustrante pour notre idéal romantique de la démocratie pure, c'est une méthode de survie organisationnelle. Elle force le compromis pragmatique là où un débat public ouvert, non filtré et constant mènerait inévitablement à la paralysie totale de l'État, voire à la guerre tribale institutionnelle. L'étude montre que la complexité des sociétés humaines nécessite des hiérarchies multiniveaux pour gérer les conflits. Les partis agissent comme des tampons. Oui, ça crée de la distance, oui, ça génère du cynisme, mais la stabilité institutionnelle est maintenue malgré une fragmentation politique record. Ça prouve que cette intelligence collective fonctionne sur le plan strict de la survie de l'État. Mais à quel prix cette survie est-elle acquise? C'est là que ton analogie de la fourmilière devient franchement effrayante pour moi. Parce que dans une colonie de fourmis, l'individu n'est rien. La colonie est tout. L'ouvrière est littéralement stérilisée puis sacrifiable pour la reine et le groupe. Est-ce que c'est vraiment ça le modèle démocratique qu'on veut défendre en 2026? Une société où le citoyen puis le député sont juste des pions sacrifiables au nom de la stabilité d'une élite dirigeante? C'est une extrapolation philosophique de la métaphore, je te l'accorde, mais je comprends l'inquiétude morale. De plus, je dois te mettre en garde sur un point soulevé par notre documentation. Le virus mute. Il mute. Comment ça? Et vers la transparence. Prenons un exemple très concret. La Commission d'accès aux documents administratifs, la fameuse CADA, au niveau fédéral, elle reste purement consultative? Oui, ces avis n'ont pas force de loi, c'est vrai. Exact.
Puis il suffirait d'un budget dérisoire, on parle d'environ 75 000 € par an, pour lui donner un pouvoir contraignant puis obliger l'État à publier ses documents. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en mai 2024 lors de la dernière réforme? Ils ont créé de nouvelles exceptions pour protéger les secrets de l'exécutif. C'est littéralement l'équivalent d'un virus qui neutralise activement les globules blancs qui tentent d'éclairer son action. Tant que cette opacité structurelle-là persistera, tant que les décisions se prendront en vase clos sans procès-verbaux publics, la confiance ne reviendra jamais. L'infection virale continue de préparer le terrain pour un effondrement bien plus radical que la simple paralysie parlementaire. Écoute, je concède tout à fait que la fatigue démocratique est un enjeu majeur. L'opacité nourrit la défiance, c'est clair. Puis la chute de la confiance institutionnelle, c'est une donnée empirique qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. Cependant, c'est précisément ici que l'humain se distingue radicalement du virus pathogène ou de la fourmi ouvrière. C'est-à-dire? Contrairement à un parasite qui est aveuglément programmé par son ARN pour se répliquer jusqu'à la mort inévitable de son hôte, puis contrairement aux insectes qui sont limités par leur déterminisme génétique, notre espèce possède cette fameuse culture cumulative. On a une capacité d'adaptation technologique puis institutionnelle qui est consciente. On n'est pas condamné au scénario fataliste du virus. Des anticorps démocratiques très puissants sont déjà en train d'émerger, puis nos sources les documentent très bien. Des anticorps comme quoi? Parce que la transparence fédérale semble au point mort. Regarde au niveau régional, regarde le modèle bruxellois. Depuis 2019, la région de Bruxelles-Capitale a mis en place une politique de transparence beaucoup plus ambitieuse. Ils ont lancé la plateforme Open Budgets pour suivre l'argent public à la trace. Ils ont rendu leur propre CADA contraignante, puis ils publient à l'avance les ordres du jour de l'exécutif. Puis devinez quoi? Ça n'a pas paralysé le gouvernement régional. Le ciel n'aurait pas tombé sur la tête. On voit aussi un peu partout l'émergence d'assemblées citoyennes délibératives puis de panels participatifs tirés au sort qui viennent s'insérer dans l'architecture représentative pour ramener le citoyen au cœur du jeu. Puis tu penses que ça suffira à contrecarrer la tendance lourde de la particratie? Je pense que le système ressent la pression évolutive. Que cette pression vienne des exigences de l'Union européenne, du GREC, le groupe d'États contre la corruption, ou même de la menace bien réelle des votes de protestation populistes, le système sent qu'il doit s'adapter pour survivre, puis il commence à le faire. Traiter l'entièreté de l'édifice de maladies mortelles, c'est occulter le fait que la particratie est tout à fait capable de se réformer elle-même de l'intérieur pour intégrer ces nouveaux mécanismes de transparence. C'est une vision bien optimiste, presque angélique, face à l'ampleur du désastre de confiance. Je maintiens fermement que lorsqu'on observe la mécanique profonde de notre système, particulièrement quand on la passe sous la loupe du dossier Reynecker, le diagnostic pointe inévitablement vers le parasitisme. On a eu affaire à un homme qui a évolué au sommet absolu de la chaîne alimentaire politique pendant des décennies. Il utilisait les institutions mêmes qu'il était chargé de diriger puis de protéger pour occulter ses activités illicites avec son clan, et ce, pendant que l'État perdait des dizaines de milliards en évasion fiscale. Quand l'architecture d'un parti permet à de telles figures de devenir intouchables, de s'ériger en gardien de l'État de droit à l'échelle de l'Europe, tout en bafouant les règles anti-blanchiment les plus élémentaires grâce à l'aveuglement d'un secteur bancaire terrifié par son influence, on est bien au-delà de la simple adaptation difficile. Ouais, mais la justice l'a rattrapé. Trop tard, puis trop faiblement. Ce que je vois, ce sont les caractéristiques destructives d'un virus de la démocratie. Ce virus s'est institutionnalisé. Il a épuisé les ressources financières et morales de son hôte, générant une défiance publique sans précédent dans l'histoire moderne. Ça prouve, à mon sens, que cette concentration opaque du pouvoir est fondamentalement toxique pour la santé de notre société. Tu vois pas le lien systémique. Je vois que la particratie, avec sa discipline de fer puis ses négociations hyper centralisées, c'est une adaptation évolutive qu'on observe dans la nature. Elle a été conçue pour maintenir la stabilité. Elle est là pour forcer des compromis qui seraient autrement impossibles entre des communautés et des idéologies divergentes qui, laissées à elles-mêmes, mèneraient au blocage complet de l'État. Le fait que le système ait ultimement, grâce à ses propres institutions comme la loterie ou la justice indépendante, ait expulsé Didier Reynders démontre que le super-organisme possède encore des réflexes immunitaires fonctionnels. Il est capable de chasser les éléments perturbateurs pour assurer sa propre continuité puis celle de la société qui l'encadre. Je crois que s'il y a bien un point sur lequel nos lectures respectives de ces documents se rejoignent aujourd'hui, c'est que l'opacité constitue le terreau idéal pour les pires dérives. Qu'on perçoive ces dérives comme une infection virale systémique qui ronge la démocratie ou qu'on les voit comme les failles inévitables d'une organisation hyper complexe, le constat est le même.
L'ombre est dangereuse. Tant que la lumière ne sera pas faite de manière systématique sur nos processus décisionnels, les risques d'abus graves persisteront. Absolument. Les données de l'étude comportementale puis de l'analyse politique convergent vraiment sur ce point. La transparence, c'est pas seulement un idéal éthique qu'on brandit dans les discours, c'est le seul véritable remède organisationnel. C'est elle qui permet à l'intelligence collective de nos institutions de s'ajuster, de corriger ses erreurs de parcours, puis ultimement de restaurer cette fameuse confiance citoyenne qui est si cruciale face à la complexité de notre époque. Il appartient donc à chacun d'analyser ces faits fascinants. Plongez-vous dans la richesse de ces documentations et déterminez par vous-même si les maux qui affligent nos institutions relèvent d'une infection parasitaire nécessitant un traitement de choc ou des douleurs de croissance d'une adaptation évolutive toujours en cours. La résilience de notre démocratie dépendra assurément de notre capacité collective à distinguer l'un de l'autre. Roger, ready to go launch. 14, 13, 12, 11. 7, 6, 5. Sir, we have a launch order. 3. Put your hand on the key, 2, sir. 1. Launch. Sir, we are launched. Turn your key. Sorry, I'm so sorry. Turn your key, sir.